Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 dans le LGF, le grand forum. J'espère que vous allez tous bien, avec aujourd'hui une belle équipe. Et je dois dire que je ne l'ai pas fait exprès, 2 mecs de la SNCF. Non mais je vous jure que c'est vrai. Jimmy Dalidou, comment ça va mon Jimmy? Bonjour à tous, ça va, ça va. Syndicaliste CGT, analyste politique, et évidemment, et puis conducteur de train, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et auteur. Et auteur, absolument. Un autre mec de la SNCF, c'est un chroniqueur de Lyon, il s'appelle Mehdi Choukri. Comment ça va mon Mehdi? Ça va très bien, sous un mardi un peu pluvieux aujourd'hui. Ouais, ouais, sauf qu'on est mercredi au fait. Alors oui, tout à fait, en effet, je me suis réveillé très tard, j'ai travaillé de nuit en fait. Ah, voilà, donc je te présente un collègue, hein, Jimmy, SNCF aussi, voilà. Salut Jimmy. Salut collègue. Voilà, collègue. Bon, t'es pas de la CGT toi, Mehdi? T'es en grève ou quoi? Ah, la question entre collègues. T'es en grève ou quoi, Mehdi? Non, tant qu'il reste du café, je fais pas la grève. Très bien, parfait. Amine, ça, il fallait bien un élu local du côté de la Courneuve. Comment ça va, mon Amine? Très bien, et toi, mon cher Christophe? Hop, c'est les micros ouverts, c'est mieux quand même, non? Ouais. Bon. On m'a pas entendu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bonjour Amine. Bonjour Christophe, tout va bien et toi? Oui, très très bien. Mam, la belle histoire est avec nous. Comment ça va, Mam? Bonjour à toutes et à tous, je vais très bien. Et toi, Christophe? Eh oui, très très bien. Alors aujourd'hui, la belle histoire des génériques sera consacrée à une émission qu'on a tous regardée au moins une fois dans sa jeunesse, La roue de la fortune. Ouais. La roue de la fortune, oui. Oui. Parce que c'est vrai que c'est ce jeu, bon, je le raconterai tout à l'heure, mais c'est vrai que ce jeu a fait démarrer finalement toutes les émissions adaptées de l'étranger. Ça a commencé par La roue de la fortune, un beau jour de janvier 87. Je me rappelle du... Comment est celui qui joue de la clarinette là? Christian Morin. Christian Morin. Voilà. Mais c'est pas le premier présentateur. C'était Philippe Risoli? Non. Non? On verra tout à l'heure. Ah, je sais pas. Ouais, ok. Patrick Leroy? Non? Non, ok. Alors on verra tout à l'heure. C'est parti pour le programme, les amis. On y va. Le forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. La battle tout à l'heure avec une idée que lancent 7 députés de Renaissance. L'uniforme à l'école. En voilà une idée qui est intéressante, qui était jusque-là défendue par des députés de droite ou encore de l'extrême droite. Et bien voici que Renaissance défend cette idée. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Pour l'instant, vous êtes 78% sur Twitter, le grand forum FM2, à dire que c'est une bonne idée. On en débattra tout à l'heure avec Amine, Jimmy et Mehdi. Et puis nous allons parler de cette colère qui, on s'en souvient, en 2018 avait débouché sur le mouvement des Gilets jaunes. À l'époque, le litre de gasoil était à 1,50 €. Aujourd'hui, il est à plus de 2 €. Est-ce que les Français ont rangé leur colère? C'est la question qu'on se posera. On se posera aussi la question de Darmanin, Gérald, ministre de l'Intérieur, qui s'en prend à l'Italie et au détour d'une réponse à une question d'une députée RN, qualifie l'Italie d'ennemi de la France. Voilà qui est intéressant. Oui, non, on en reparlera évidemment dans quelques instants, bien sûr. Et puis, on va s'interroger aussi sur le hashtag qui est en tendance depuis le début de cette Coupe du Monde, le hashtag boycott Qatar 2022. Ah ouais, ils étaient quand même 12 millions de téléspectateurs hier à regarder l'équipe de France qui a, je vous le rappelle, gagné 4-1. Alors, les boycotteurs, ils sont mal ou pas? On y reviendra évidemment avec vous, sans oublier le zapping. Notre série pronostic aussi, puisque vous le savez, tous les jours on fait nos pronostics pour les matchs du lendemain. Demain il y a du Cameroun, du Ghana, il y a du Portugal, il y a du Brésil, il y a du lourd quoi. Et puis évidemment aujourd'hui, ça a bien démarré pour le Maroc avec un match nul 0-0 et une défaite pour les Allemands. Incroyable, cette Coupe du Monde est quand même particulière. Les Japonais qui battent les Allemands, qui l'eût cru? Et voilà, peut-être que ça va être jour de férié comme en Arabie Saoudite demain au Japon, je ne sais pas. Parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est jour férié en Arabie Saoudite après leur victoire face aux Argentins, c'est quand même hallucinant. Allez, c'est parti, bienvenue à tous pour le Grand Forum. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Et j'ai oublié quand même qu'on sera en direct du Qatar dans quelques instants justement avec Thierry, journaliste sur Oryx FM, c'est une radio au Qatar. Et il a participé, il a assisté au match Maroc-Croatie, pardon, je cherchais l'adversaire du Maroc. Et il voulait nous livrer ses impressions tout à l'heure sur l'ambiance, sur les à côté. Et il nous racontera cela dans quelques minutes, bien entendu. Pour l'heure, c'est nos clins d'œil, les amis, avec ce qui s'est passé un 23 novembre. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui.
Tiens, en 1947, c'est la naissance d'un animateur marseillais qui a fait les belles heures de Jean-Pierre TF1. Foucault. Jean-Pierre Foucault, effectivement, Jean-Pierre. Bon anniversaire, Jean-Pierre. Voilà, un grand animateur, on peut le dire, hein, qui a marqué sa génération et qui continue d'être là, notamment pour les Miss France. Il se rince l'œil, hein, le salopard. Ça a failli d'ailleurs ne pas se faire, finalement, ce destin de grand animateur. Ah bon? Parce que, en fait, il est sur TF1 depuis 1987, il est salarié de TF1, ce qui est assez rare d'ailleurs. Et en fait, en 1987, ça a été le grand mercato qui est resté dans l'histoire de la télévision entre les stars qui allaient, j'allais dire, courir sur la 5, et puis d'autres qui se retrouvaient un peu has-been sur la 2 ou même sur TF1, fraîchement privatisé. Et Jean-Pierre Foucault voulait partir sur la 5 comme tous les autres. Il animait sur Antenne 2 une émission qui s'appelait l'Académie des Neufs. Ah oui, je me souviens. Et une émission qui n'a pas fait long feu qui s'appelait Affaires suivantes, qui était un simulacre de tribunal, humoristique on va dire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été un petit peu compliqué. Quand TF1 et Étienne Moujotte lui demandent de rejoindre TF1, il y va quand même, parce que voilà, sur la 2, il a un peu fait le tour de la question. Et il rencontre à ce moment-là le producteur de Michel Leb, qui est Gérard Louvain, qui veut lancer une émission de variété à 20h30. Sabatier est parti sur la 5, Sébastien est parti sur la 5, Collaro est parti sur la 5. C'était plus grand monde. Et sauf. Donc voilà, sauf Jean-Pierre Foucault. Jean-Luc Lahaye. Et donc c'est comme ça qu'est né Sacrée Soirée et que ça a remporté un succès d'audience phénoménal. Et à ce moment-là, Jean-Pierre Foucault avait 40 ans. Et finalement, il est rentré dans le panthéon de la télévision française pendant ça des tombe années bien, et des puisque tu années. me parles de panthéon, puisque en 1996, les cendres de André Malraux sont transférées au Panthéon 20 ans jour pour jour après sa mort, le 23 novembre. Voilà. Et puis, tiens, en 1971, voilà, c'est la Chine qui devient membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça aussi, c'est une date importante pour la Chine, qui, d'ailleurs, on en a évoqué quelques mots hier avec Thierry de Oryx FM, Mehdi. La Chine a signé un grand contrat de gaz liquéfié avec le Qatar. Gros contrat pour plusieurs années. La Chine, mon cher Mehdi. La Chine cherche absolument à approvisionner, enfin à sécuriser ses approvisionnements. Donc c'est somme toute assez logique. Elle cherche à diversifier parce qu'elle ne veut pas être dépendante uniquement du gaz russe. Elle est livrée par gazoduc depuis la Russie, mais elle cherche justement à faire ce qui doit être fait en fait par tout pays qui veut prouver sa souveraineté et son indépendance, diversifier ses approvisionnements. Oui, on est d'accord avec ça, Amine. La Chine qui cherche à devenir peut-être aussi la première puissance mondiale d'ici quelques années. Hein. Moi, je crois qu'elle l'est déjà devenue, en réalité. Pas encore tout à fait, mais en pas tout cas... Tout à fait, pas sur certains points, mais par exemple sur la question économique, par exemple, notamment sur les investissements importants. On en parle beaucoup en ce moment dans l'espace. C'est un pays qui est très en avance aujourd'hui. Quand on voit que l'ESA, l'Agence nationale européenne, est à la traîne pour trouver 18 milliards d'euros avec je ne sais plus combien de pays contributeurs, on voit bien que la Chine sera, à mon avis, dans les 5-10 prochaines années, sans doute le marché économique le plus important de la planète et peut-être sur d'autres aspects notamment. Et en tout cas, en termes d'énergie, ce sera le cas également. Mon cher Jimmy, oui. Pardon, juste une dernière chose, c'est qu'au-delà de la Chine, c'est toute la zone Indo-Pacifique sur laquelle il faut compter. C'est pas que la Chine, c'est ce qu'on appelle depuis maintenant une dizaine d'années le basculement du monde. Les affaires se font là-bas de nos jours. Effectivement, les affaires se font là-bas, Jimmy, maintenant. Ouais, tout à fait. Alors, moi, je dirais que j'appelle ça le bloc du Nouveau Monde, en fait. Le bloc du Nouveau Monde à l'Est, et qui trouve pour principale force motrice l'entente sino-russe, évidemment. Et la Chine, oui, elle a très bien compris que le gaz liquéfié GNL est un élément clé du marché mondial. Elle a très bien compris que, de toute façon, elle va prendre le pas sur le pétrodollar. Et... vous allez voir qu'à l'ouest, beaucoup de pays, je pense, comprendront que l'avenir est à l'est. Et surtout, le gaz liquéfié, le GNL, on ne développera pas plus, il faudra plus de temps. Mais il faut des infrastructures pour l'acheminer, pour les recevoir et le distribuer. Ce que n'a
la France ne peut pas l'avoir. Et donc la Chine sait très bien qu'elle va aider certains pays à créer leurs infrastructures pour pouvoir utiliser le GNL. Ce qui fait qu'elle va considérablement renforcer son pouvoir, sa domination mondiale. Allez, côté musique, il est né en 1953, messieurs. Un auteur, un compositeur, un interprète, du côté du sud-ouest de la France, avec son petit accent qu'il a conservé. Cabrel. Francis Cabrel, que je vous propose d'écouter dans une version que peu de monde connaissent. Un duo avec Idir, le regretté Idir, qui ont repris cette chanson de Francis Cabrel, La Corrida. Et c'est d'actualité, j'ai envie de dire. La Corrida, ou même Cabrel d'ailleurs chante en kabyle. Dans un instant, messieurs, on va partir au Qatar pour rejoindre Thierry, journaliste du côté de Oryx FM, pour parler de ses ressentis. Il a participé au match du Maroc, Mohamed, et on peut dire que ça démarre bien le Maroc pour la compétition, puisque le Maroc a fait match nul 0-0 face à la Croatie. Tu suis un peu le Maroc, le foot, le mondial, Amine ? Ah bah oui, évidemment. Évidemment. J'étais devant l'écran, évidemment, ce matin, dès 11h. Un beau match, malgré ce 0-0. Moi, je pense que les deux formations... C'est un bon résultat. Je pense qu'on aurait pu même espérer un peu mieux, parce qu'on en a raté quelques-unes quand même. Mais les deux équipes n'ont pas démérité. C'était un match plutôt intéressant. Reste à voir maintenant ce que seront les prochains matchs. Il y a encore le Canada et la Belgique. Et il va falloir faire un peu mieux encore. Ouais. Ne bougez pas, les amis, direction le Qatar dans un instant. On va justement, il a assisté au match, Thierry, il va nous livrer un petit peu ses impressions. Et puis après, on va parler de ce hashtag hypocrisie ou pas, ce hashtag boycott Qatar 2022 qui est quasiment tous les jours en tendance sur Twitter. On y revient dans un instant, ne bougez pas sur France Maghreb 2, à tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec aujourd'hui autour de la table Amine Sa, élu local à La Courneuve, Jimmy Dalidou, syndicaliste CGT, conducteur de train, auteur, voilà, et plein de choses, Jimmy, plein de choses. Et Mehdi Choukri également, conducteur de train, SNCF aussi, voilà, et sont avec nous, sans oublier Mam, bien sûr, la belle histoire autour de cette table, bien sûr, mais pour l'heure, messieurs, nous prenons la direction du Qatar, comme chaque jour, les à côté du mondial au Qatar avec Thierry, journaliste du côté de la radio Oryx FM. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, ma petite question, quelle est la météo à Doha aujourd'hui ? Il fait très bon, toujours entre 25 et 27 degrés. Là, le soleil s'est couché, les températures baissent et c'est très agréable. Waouh. Alors, Thierry, tu as assisté aujourd'hui à un match, et on va parler un peu foot aujourd'hui. Tu as assisté au match Maroc-Croatie ce matin, et on voulait avoir ton impression de l'ambiance. Pour nous, c'est l'après-midi. C'était à 13h en local. Et effectivement, ça a été une très belle rencontre, un match très équilibré entre les deux équipes. Malheureusement, on avait un petit penchant pour le Maroc, mais le match s'est soldé par un score vierge. Mais je voulais surtout parler des à côté de cette rencontre, parce que c'était mon premier match de Coupe du Monde ici au Qatar, et cette rencontre avait lieu dans le stade de Al Bayt. Alors c'est à 50 km au nord de Doha, c'est le stade, c'est celui qui a la forme de tente bédouine, c'est là qu'il y avait eu la cérémonie et le match d'ouverture. Et pour s'y rendre, il n'y a pas de métro. La plupart des stades sont reliés au métro, se situent un petit peu dans l'agglomération de Doha, mais celui-ci est vraiment à l'extérieur. Et les organisateurs, depuis quelques jours, répètent qu'ils invitent les résidents à prendre leur voiture personnelle pour se rendre dans les stades et de laisser justement les transports en commun, les métros, les navettes, les systèmes de navettes qui sont mis en place, de laisser ces transports en commun aux visiteurs. Donc, j'étais un petit peu sceptique, je craignais des embouteillages, mais bon, j'ai suivi la consigne et ça s'est super bien passé, ça s'est très bien passé. La route est très fluide. Alors, il faut dire que cette route, avant le mondial, c'était une 2x2 voies entre Al-Khor et Doha, et ils l'ont fait passer à 2x5 voies, avec des travaux gigantesques, vous imaginez. Et c'est très pratique. D'ailleurs, sur ce même tronçon, on retrouve le circuit de Lusail qui accueille le Grand Prix de Formule 1 du Qatar depuis l'année dernière.
Et donc, route très fluide, parking très bien organisé. Alors, on doit marcher un petit peu. Il y a à peu près 20 à 30 minutes de marche pour se rendre au stade, mais c'est toujours beaucoup de personnel, des gens qui font la sécurité, qui proposent des navettes pour les personnes plus âgées ou les plus jeunes. Et puis, il y a beaucoup d'animations autour des stades. Il y a des artistes, il y a des musiciens. Et puis, je retiens aussi la bonne fraternité entre supporters croates, les supporters marocains. Alors, les Marocains étaient vraiment très supérieurs en nombre. Les Marocains ont vraiment joué à domicile et ils savent vraiment mettre de l'ambiance. Oui, d'ailleurs, comme les Tunisiens aussi étaient un peu à domicile hier, il y a beaucoup de Tunisiens aussi au Qatar. Exactement. Et puis, il y en a beaucoup qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Alors, je voulais aussi préciser le prix des billets, en fait, pour cette Coupe du Monde. Alors, il faut savoir qu'en tant que résident, on a eu une catégorie spéciale avec des prix vraiment très intéressants, puisque pour ces phases de poule, les prix qui étaient proposés pour les résidents commencent à 10 €. Et pour des matchs de la Coupe du Monde, ça semble vraiment invraisemblable. 10 € pour les résidents. Alors, c'est la catégorie 4. Alors, il n'y en avait pas des masses non plus, mais c'était une façon de rendre ces matchs accessibles à tout le monde. Pour les non-résidents, les matchs commencent à 65 €. Et la finale, par exemple, est proposée pour les résidents à partir de 200 €, et alors qu'elle est proposée à 580, presque 600 € pour les non-résidents. Ah ouais, quand même. Il y a des prix vraiment spécifiques pour les résidents, et ça nous permet de vivre ce mondial de façon privilégiée. Puis vous l'avez dit tout à l'heure là, c'est un mondial qui réserve de nombreuses surprises. À l'instant, l'Allemagne vient d'être battue par le Japon, alors que l'Allemagne était archi favorite. Hier, énorme surprise, et vous imaginez dans la région, ça a été vraiment retentissant. C'est la victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine de Lionel Messi. C'est jour férié aujourd'hui en Arabie Saoudite. Hein. Pardon ? Si, c'est jour férié en Arabie Saoudite aujourd'hui. Hein. Exactement. Hier, on a appris que le roi avait donné la journée en Arabie Saoudite. Et ici, par contre, il y a une image qui a fait le buzz. C'est celle de l'émir qui assistait au match dans le stade de Lusail et qu'on voit brandir le drapeau saoudien. Il le met autour du cou et qui partage la joie de cette victoire. Et c'est une image forte. C'est un symbole très fort. Surtout que c'est un symbole de réconciliation, puisqu'il faut rappeler qu'on a vécu quand même un peu plus de 3 ans en état de siège de 2017 à 2021, à cause justement des pays voisins. Il y avait une crise diplomatique et l'Arabie Saoudite, les Émirats étaient vraiment à la tête de cette crise contre le Qatar. On s'en souvient. Et là, le fait de voir l'émir brandir le drapeau saoudien et tous ses supporters également saoudiens qui ont fait le déplacement très nombreux, ça fait plaisir. Ce sont de belles images qui vont rester de cette Coupe du Monde. Eh bien parfait, merci beaucoup en tout cas Thierry pour ce tour d'horizon et ce retour d'impression concernant le match donc Maroc-Croatie auquel tu as assisté aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres, des matchs pour toi. Et puis, demain peut-être Suisse-Cameroun. Ah, Suisse-Cameroun. Ah, très bien, très bien. Bon bah écoute, un beau match en perspective là aussi en tout cas. Merci beaucoup Thierry et Oryx FM, c'est la radio à ne pas louper quand on va au Qatar et à Doha évidemment et puis à demain. À très bientôt. Merci beaucoup mon Thierry. Voilà pour Thierry de la radio Oryx FM du côté du Qatar qui a assisté. Vous l'avez entendu, 10 € pour des matchs. Est-ce que vous vous souvenez en 1998 en France, les matchs n'étaient pas à 10 €, je vous le dis. Hein. Même les matchs de poule. Hein. Loin de là. Les prolétaires pourraient pas y aller. Ouais, bah oui, c'est clair. Bon, la finale est un peu chère, mais c'est normal, c'est la finale quoi, hein, évidemment. Bah tiens. Puisqu'on en est là à parler un peu de foot, on va y rester, comme ça sera fait. On va essayer ensemble, si vous le voulez bien, je sais qu'il y a des grands connaisseurs de foot, ici, de pronostiquer ensemble les matchs du lendemain, pour savoir un petit peu ce que ça va donner en ce qui vous concerne. Mam, Mehdi, Jimmy, Amine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme match demain ? Bah d'abord, dans quelques instants, à 17 h, Espagne-Costa Rica. Qui a envie de miser là-dessus ? Espagne-Costa Rica, victoire de l'Espagne ou pas ?
Le grand favori, ça reste quand même l'Espagne. Après, comme on a pas mal de surprises dans cette Coupe du Monde, je préfère même pas donner de pronostic parce que finalement, tout le monde a envie. Tout le monde a envie. Non, mais il y a clairement un favori, c'est l'Espagne. C'est quand même une très grande équipe, une très grande Europe. Donc oui, sans doute que je mettrais bien un point à l'Espagne, mais bon, il y a toujours des surprises et une Coupe du Monde, c'est jamais anodin. On vient aussi pour représenter quelque part son pays, représenter toute une nation. Donc on mouille le maillot, on se donne à fond et parfois ça amène à des surprises. Mehdi, Espagne-Costa Rica, qu'est-ce que t'en penses? Je verrai un petit match nul. Match nul? Parle bien près du micro, mon Mehdi, parce que je t'entends mal là. Petit match nul. Ah, c'est bien tenté. Jimmy? Que le meilleur gagne. Ok, t'en as rien à foutre, toi. C'est ça, totalement, en fait. Mam? Je parie un café. Un café, ok, voilà. super les gars. Gringo. Franchement, on a des. Non, mais l'Espagne, moi je parierais sur l'Espagne. L'Espagne, très bien. Une large victoire de l'Espagne. Dans le groupe, mon cher Amine, du Maroc, Belgique-Canada, oui, ce soir à 20h. Ce soir à 20h. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors moi je ne sais pas du tout ce que vaut une équipe du Canada. Il paraît qu'ils ont deux grands joueurs très très bons. On verra ce que ça donne sur le terrain. En tout cas, une fois encore, sur le papier, la Belgique est quand même très au-dessus. On se souvient de la dernière Coupe du Monde, ils avaient fait un parcours plutôt bon, avec de très grands matchs. Ça reste aussi une grande nation de football. Maintenant, une fois encore, les pronostics peuvent être déjoués, mais je reste quand même sur une victoire de la Belgique. Mais je pense qu'un nul arrangerait tout le monde. Ouais, absolument. Et en premier lieu, le Maroc. Absolument. Mehdi, Belgique-Canada. Pardon? À partir du moment où on appelle le football, moi je suis contre. Donc, Belgique à 100%. Belgique à 100% pour Mehdi. Mam? La Belgique. La Belgique, très bien. Alors demain à 11h pour démarrer la journée. Jimmy, je te demande pas, t'en as rien à foutre toi. Suisse. Je tiens à préciser que je suis un admirateur du sport et des sportifs. Oui, d'accord, mais pas du foot. Ouais. Le foot d'une manière générale, j'aime bien aussi, mais ce mondial-là, il est particulier, on va dire. D'accord, je pense on va en débattre. Suisse-Cameroun, demain matin à 11h. Suisse-Cameroun. Moi je serai à fond derrière le Cameroun. Ouais, Mam? Non, le Cameroun est quand même bien plus athlétique. Le Cameroun est bien au-dessus. Je dois juste simplement dire que nous allons, pour le match Costa Rica-Espagne, nous allons rendre compte du moindre événement du match, parce que nous avons la télévision en direct. Oui, et je tiens à préciser d'ailleurs que la semaine prochaine, entre 16h et 18h, on sera en plein match France-Tunisie, on fera un NGF spécial. Hein. Voilà, je vous le dis. C'est à l'heure du match. Donc Cameroun. Mehdi, Cameroun, Suisse. L'histoire du football, je serais plutôt porté sur le Cameroun. C'est toujours une nation que j'ai bien aimée. C'est un match nul. Un match nul? Très bien. Je reconnais bien un peu le côté des aides, là, un peu revanchard. Non, pas. Alors là, ça n'a rien à voir. Ah ouais? Ouais. Non. À 14h, match Uruguay-Corée du Sud. Alors là, je vous dis sincèrement, qu'est-ce qu'on met là-dessus? Moi, je mettrais bien le nul ici. Le nul ici? Ouais. On a deux grandes équipes qui se valent bien. Ouais. Monsieur Mam? Uruguay, Corée du Sud? La Corée. Historiquement, l'Uruguay, c'est quand même des champions du monde. Hein. Bah oui, absolument. Par 2 fois d'ailleurs. Mehdi, Uruguay, Corée du Sud, on fait quoi? Uruguay, parce que j'aime bien le nom. Ok, très bien. Portugal-Ghana, 17h. Ça va être un beau match. Portugal-Ghana, Amine. Moi, je serais à fond derrière le Ghana en tout cas. Ouais. Mais le Portugal, c'est quand même un poil au-dessus. Hein. Mam? Ouais. Je dirais le Ghana et je ne sens absolument pas pour cette Coupe du Monde Cristiano Ronaldo. Mehdi, Portugal-Ghana. Qui est un peu en difficulté d'ailleurs. Portugal, donc ce sera... Je pense que Portugal, très bien. Et enfin, un Brésil-Serbie. Brésil! Voilà, c'est plié. C'est plié? Jimmy? Là, Brésil? Il n'y a pas beaucoup de doute là. Ouais, Brésil, Amine? Brésil, Amam? Brésil, Mehdi? Ne serait-ce que pour l'amour du football, ce sera le Brésil. Allez, tout cas, j'espère. Ça va pour vous en tout cas. Dans un instant, je pense que ça va faire débat. La tendance sur Twitter, c'est boycott Qatar 2022. Hypocrisie ou pas? On en reparle dans un instant au 01 40 33 9000 avec vous et avec nos invités chroniqueurs. A tout de suite, ne bougez pas.
Le LGF, merci d'être avec nous. Avec autour de la table Amin Saïd, lui à la Courneuve, avec Jimmy Dalidou, qui est conducteur de train, représentant syndicaliste CGT et auteur, analyste politique, Mam la belle histoire, Mehdi Choukri, qui est également du côté de la SNCF, conducteur aussi, notre chroniqueur de Lyon. Alors les amis, on en parle évidemment depuis un petit moment maintenant, c'est en tendance depuis le début de ce mondial et même avant. Le fameux boycott Qatar 2022. Les boycotteurs sont nombreux ou pas? Est-ce de l'hypocrisie? C'est la question que l'on se pose. Alors je tiens quand même à préciser qu'hier, ils étaient quand même 12 millions de téléspectateurs devant TF1 en train de regarder l'équipe de France et sa victoire face à l'Australie 4-1. On se demande où étaient les boycotteurs. Jimmy Dalidou, est-ce qu'il faut boycotter cette Coupe du Monde de Qatar? Et si oui, pourquoi? D'une manière générale, il faut boycotter tous les lieux d'exploitation sont à boycotter en fait. On a constaté que le Qatar, par exemple, a dépensé, je crois, on disait un chiffre tout à l'heure, c'est bien 160 ce qu'on a, 160 milliards pour faire des matchs de foot puissent se faire. Je vous rappellerai que dans le même temps, le gouvernement qatari, c'est dommage qu'il ne met pas la même velléité, les mêmes sommes d'argent pour, je sais pas, par exemple, sauver les petits Yéménites qui crèvent la dalle au Yémen. Je vous rappellerai que l'Arabie Saoudite, le Qatar, ont fait partie de la coalition internationale et qui, à un moment, à leur tête, Arabie Saoudite en tête, ont semé chaos, désastre humain, destruction, organisé des famines au Yémen. 160 milliards, je sais pas ce que vous en pensez, mais 160 milliards, il y a de quoi faire voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est quand même, je crois qu'on parle d'entre 5000. Alors moi, je voudrais d'abord voilà, je voudrais vraiment dire aux auditeurs qui nous écoutent qu'ils n'oublient pas une chose, c'est que pendant qu'ils seront en train de regarder leur match de foot, ce qui est très bien, mais qu'ils n'oublient pas qu'il y a entre 5500 et 6500 ouvriers qui sont morts sur les chantiers, exploités par les forces du capital organisées au niveau du Qatar, que c'est plus de 6000 ouvriers, entre 5500 et 6500 ouvriers qui sont morts. Selon les ONG, précise. Selon les ONG, alors oui. C'est peut-être plus. Ce sont des pères de famille, ils avaient des enfants. Leurs enfants ne verront plus leur papa parce qu'ils ont été tués sur des chantiers pour que les matchs de foot puissent se faire. Donc, alors, je tiens à préciser une chose. Je suis moi-même très sportif, j'adore le sport. Je pense que le sport, effectivement, est véhicule de grandes valeurs, des valeurs fondamentales. C'est pour ça, moi-même, que je pratique le sport. Je suis un grand fan de running, je pratique la course à pied moi-même. Donc, le sport est très important. Mais quand même, je pense qu'il faut boycotter effectivement cette Coupe du Monde qui est une véritable honte. Et on passera aussi les détails concernant on parle quand même de plus de 6 millions de CO2 qui sont recrachés dans l'atmosphère parce que c'est un vol d'avion toutes les 10 minutes pour acheminer les téléspectateurs. On parlera aussi des stades, ces 7 stades climatisés. À un moment où il y a eu, je crois que c'est la COP27, soi-disant qu'ils se sont mis d'accord pour sauver le monde parce qu'il y aurait un changement climatique, on constate tous. Pendant ce temps-là, messieurs s'amusent à créer 7 stades de foot climatisés et à pulvériser l'atmosphère à coup de CO2. C'est pas très sérieux. Et oui, effectivement, il faut boycotter cette Coupe du Monde. Alors, qui veut répondre à Jimmy? Amin ou Mehdi, là? Moi, d'abord, il faut se dire une chose, c'est pas parce que un hashtag est en tendance que forcément il suscite l'adhésion. Parfois, on utilise le hashtag tout simplement pour rendre visible l'opinion qu'on essaye de diffuser via les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est un hashtag qui a eu beaucoup de succès, mais je pense qu'il a été, et les audiences que tu rappelais tout à l'heure, plus de 12 millions de téléspectateurs, soit 50% des parts de marché, c'est un record absolu. C'est le record de l'année. Ouais, voilà, près de 50% de parts de marché, donc quasiment un téléspectateur sur 2 était devant son écran pour regarder l'équipe de France. Très bien. Maintenant, moi, ce que je voudrais rappeler, et évidemment, là où il y a de l'exploitation, là où il y a, on l'a dit tout à l'heure, il y a une gabegie financière, une gabegie en termes d'écologie, etc. Moi, je suis parfaitement d'accord pour que l'on soit critique là-dessus. En revanche, des ouvriers qui meurent sur des chantiers, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau au Qatar, c'est pas nouveau. Non seulement au Qatar, mais dans d'autres pays du Moyen-Orient et même dans d'autres pays sur la planète. Mais ce que je veux dire, c'est que
pourquoi ce boycott arrive aujourd'hui 12 ans après l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar? Moi, c'est ça qui m'interroge. Aujourd'hui, ce boycott est pour moi une véritable hypocrisie. D'ailleurs, on le voit bien que dans les faits, c'est pas le cas, puisque un téléspectateur sur deux ne s'est pas privé de regarder la rencontre d'hier. Mais voilà, ce qu'il aurait fallu boycotter, c'était au moment de l'attribution, pour ne pas finalement priver toute la planète de cette formidable compétition qui véhicule, tu l'as dit Jimmy, des valeurs de cohésion, des valeurs très importantes et que l'on défend ici. Mais c'était il y a 10 ans, il y a 12 ans qu'il aurait fallu agir pour empêcher que cette Coupe du Monde se tienne dans ce pays avec tout ce qu'on aurait pu imaginer. Il y a 10 ou 12 ans, on aurait pu imaginer que ça se passerait comme ça. On le savait finalement. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est évidemment continuer de défendre ceux qui sont exploités, continuer de défendre la protection de l'environnement et se battre pour contrer le réchauffement climatique. Mais je ne crois pas que ce soit avec un hashtag, même en tendance, qu'on pourra le faire. Mehdi, faut-il ou pas boycotter cette Coupe du Monde au Qatar? Alors, tout d'abord, concernant les 160 milliards, moi, Charbonnier est maître chez lui. Si les Qataris ont envie de dépenser 160 milliards de leur argent dans les infrastructures et dans une Coupe du Monde, c'est eux que ça regarde, absolument pas moi. Cet argent ne m'est pas destiné, cet argent n'est destiné à personne. On peut parler du Yémen, on peut parler de la misère dans le monde, il n'y a pas de problème. Je peux vous citer milliers et des milliers d'exemples de gabegies financières de tous les pays du monde, vers lesquels l'argent serait mieux fléché pour aller vers les pauvres que dans certaines opérations. Et ça, c'est valable pour tous les pays. On peut dire ça pour le Qatar. Chez nous, en France, c'est pareil. Quand on voit l'argent claqué dans des choses qui ne servent absolument à rien, bon, moi, cet argument ne tient pas. Le deuxième argument, c'est l'argument sportif qui ne tient pas. Une Coupe du Monde, le football professionnel, en fait. Le football professionnel, c'est pas du sport. Le football professionnel, c'est un spectacle, c'est un business et c'est de la politique. On ne parle pas du FC Saint-Cloud ou du Sporting Club de Saint-Alban-de-Roche. On parle de football professionnel. Il n'y a pas de buvette, il n'y a pas l'amour du sport comme il peut y avoir. C'est de la très haute compétition à laquelle se met de l'argent, à laquelle se met de la politique. Donc le côté sportif d'une Coupe du Monde, pour moi, c'est pas le sujet. On est sur complètement autre chose. Maintenant, pour revenir vraiment aux questions de boycott de la Coupe du Monde. Tout d'abord, au niveau des audiences, on a bien vu ce que ça fait. Tout le monde regarde, enfin tout le monde. Les footeux regardent la Coupe du Monde. Les gens qui aiment le foot regardent la Coupe du Monde. Ceux qui ne la regardent pas, ce sont soit ceux qui ne s'intéressent pas trop au foot en règle générale, soit les footix. Voilà, les gens qui vont regarder le foot parce qu'ils aiment telle ou telle équipe, parce qu'ils aiment tel ou tel joueur, mais ce n'est pas des amoureux du foot. Les amoureux du foot, en règle générale, et pour l'immense majorité de ce que je vois autour de moi, regardent et regarderont cette Coupe du Monde. La deuxième chose, c'est pour les raisons qui poussent certaines personnes à boycotter, je dirais en substance que pour les Verts, les écologistes, qui en règle générale n'aiment pas le foot, je ne parle pas des individus, je parle des politiques. Alors il faut boycotter cette Coupe du Monde parce que les stades seraient climatisés. Pour la gauche, en règle générale, il faudrait boycotter à cause des conditions de travail des travailleurs. Et enfin, pour la droite, il faudrait boycotter parce que le Qatar est un pays soutien du terrorisme. On a vu des Coupes du Monde dans de nombreux pays, on a vu des événements sportifs, des Jeux Olympiques, des événements sportifs dans de nombreux pays. Je n'ai jamais vu une telle défiance et une telle campagne organisée vis-à-vis d'un pays, malgré tout ce que l'on peut penser du Qatar par ailleurs. Maintenant, il faut voir qu'en 2026, il va y avoir la Coupe du Monde au Mexique, au Canada et dans un petit pays qui s'appelle les États-Unis. J'ai hâte de voir les cris d'orfraie de nombreuses personnes. J'ai hâte de voir un peu ce qui va se passer vis-à-vis de cette Coupe du Monde et si on va assister à un hashtag boycott les États-Unis, parce que dans le monde, au niveau climatique, on peut dire que les États-Unis, enfin au niveau pollution, on peut dire que les États-Unis sont quand même le premier pollueur du monde. Carrément. Par tête. Ouais. Voilà, par tête. Sans compter les Jeux Olympiques en Chine aussi. Oui, voilà, les Jeux Olympiques en Chine, sans voilà. compter la politique. Alors, on parle de la politique, alors la politique américaine dans le monde, au niveau des morts, je pense qu'on est largement au-dessus des morts annoncées par les organisations. Par le Qatar, oui. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Mam, avec Mehdi, et Chokri, avec Amin Sa, avec Jimmy Dalidou qui sont avec nous aujourd'hui. Je crois que Mehdi, tu voulais rajouter un petit truc sur ton petit argumentaire concernant le boycott, ce hashtag là qui est en tendance depuis un petit moment maintenant. Boycott Qatar 2022. Bon, on a bien compris que tu avais balancé tous les arguments. Là, pour le coup, Mehdi a répondu point par point. Tu souhaitais rajouter un truc avant qu'on accueille Abdel ?
Très rapidement, deux petites choses. La première, c'est concernant l'aspect climatique et pollution. Pour moi, sont disqualifiées de critique toutes les personnes qui ont, par exemple, un compte Uber Eats, qui se font livrer un hamburger dont la vache a été élevée en Roumanie, transformée en steak haché en France, livré en Clio 2 diesel à Paris ou à Lyon. Déjà, ça c'est premièrement, c'est bien beau de dire c'est pas bien, mais il faut déjà regarder la vie qu'on mène nous chacun. Et la deuxième chose un peu plus sérieuse là pour le coup, c'est que le Qatar c'est 2 300 000 habitants à peu près, dont 80% d'étrangers. 80% d'étrangers. Il faut imaginer que s'il y avait 60 millions de Français et qu'il y avait 80% d'étrangers en plus, ça signifierait qu'il y aurait à peu près 150 le grand remplacement tant décrié par... C'est pour ça qu'on disait qu'effectivement c'est tous les lieux d'exploitation, parce qu'en fait concrètement, quelle que soit la nation, quel que soit le peuple, lorsque la force de travail humaine se transforme en marchandise, en simple marchandise, là il faut y boycotter. Et la deuxième chose, effectivement, j'apporterai une précision sur l'Arabie Saoudite. Je crois que c'est l'Arabie Saoudite qui a remporté les JO. Oui. Bon si on boycotte le Qatar, effectivement, c'est une base de principe. Il faut boycotter les JO en Arabie Saoudite, c'est clair. Et toutes les zones où la force de travail humaine est exploitée, on boycotte. Comment ? Oui, il faut boycotter à peu près 80% ou 90% de la planète dans ce cas-là. Ouais, non, mais je dis qu'il faut changer de mode de production parce que le mode de production, non, ce que je dis, c'est que le mode de production capitaliste est obsolète, irrationnel et qu'il faut le changer. Ouais, donc faut arrêter toutes les grosses compétitions. Non, je t'ai dit que le sport véhicule des valeurs. Engueulez-vous de mec de la SNCF, franchement c'est cool. Il faut tracer une ligne de démarcation entre le sport, entre le sport qui véhicule des valeurs et la politique effectivement qui dévore, on l'a vu, c'est le processus de concentration. Il dévore tout ce qu'il y a sur son passage, malheureusement. Depuis Rome, et ça c'est lié au capital. Véhicule des valeurs politiques. Non, depuis Rome, la Rome antique, même la Grèce, le sport véhicule des valeurs politiques. C'est vieux comme le monde. Le sport, c'est la compétition, c'est le combat et c'est la guerre pacifique. Grosso modo, on appelle ça la guerre pacifique. Et ça existe depuis 4, 5, 6 000 ans. La guerre, elle est d'abord idéologique, elle est donc pas pacifique. Je sais pas ce que tu entends par pacifique. Non, le sport est la guerre pacifique. Voilà, depuis Rome, et tu sais bien qu'il y a eu, tu sais bien que de toute façon, le processus de concentration et d'accaparement est exécrable. Et que lorsque la force de travail est accaparée et que... vous savez, il y a un proverbe du Tché qui disait « L'homme meurt pendant les 8 heures dans lesquelles il produit des richesses pour autrui avant de ressusciter dans ses créations artistiques. » Et je pense que c'est ça, effectivement, on meurt pendant les 8 heures lorsqu'on est exploité. Et ça ne veut pas dire que, parce que ça a existé depuis quelques décennies, qu'on doit se mettre la tête entre les jambes et devenir des béni-oui dès qu'on nous impose des directives destructrices. Non, mais premièrement, ça n'est pas depuis des décennies, ça existe depuis des millénaires. Le sport, c'est la politique. Mais tu sais bien qu'il y a eu 3 modes de production à travers l'histoire. Et deuxièmement, pourquoi il y a des millions d'étrangers qui partent au Qatar, des millions, on est bien sur des millions, si les conditions étaient aussi catastrophiques pour la majorité d'entre eux. Le Qatar permet à des millions de familles étrangères de par le monde de vivre décemment, avec des conditions et des salaires qu'ils ne trouveraient pas dans leur propre pays. Attention, lorsque je dis cela, je n'excuse en rien les conditions de travail. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut aussi regarder les deux côtés. En effet, gros, le mieux est l'ennemi du bien. Il y a des choses à améliorer. Mais le Qatar permet à des millions de gens de par le monde de vivre grâce à l'argent qu'ils renvoient à leur famille au pays. Sauf les 6 000 ouvriers qui sont morts sur les chantiers du Qatar. Une dernière chose. Oui, une dernière chose avant qu'on accueille Abdel qui attend patiemment. Au-delà de l'hypocrisie, moi je crois que surtout, parce qu'on entend beaucoup parler de boycott ici en France, parce qu'on est dans notre petit précaré. C'est un peu notre spécificité encore. La réalité, c'est que dans le reste du monde, je ne crois pas que ça fasse... on n'en parle pas tant que ça. En réalité, ce qui se passe en France, c'est pas de l'hypocrisie, ça va au-delà. On est dans l'opportunisme politique, c'est-à-dire que tous ceux qui se sont saisis de cette opportunité pour crier au scandale et appeler au boycott, c'est juste quelques politiques au départ en mal de reconnaissance, en mal de notoriété, qui avaient besoin d'être reconnus comme étant des fervents défenseurs à la fois de la planète et du mal-être humain. Non, t'es pas en majorité, mon Jimmy, pardon, mais bon, ça c'est pas grave, les bolcheviks, on a l'habitude, ils entrent en majorité, mais c'est pas grave. Alors, Abdel, bonjour. Bonjour à tous. Bon, c'est très connu, hein, nous Français, Christophe, on est les rois pour donner des leçons de morale au monde entier, alors que chez nous, c'est un vrai foutoir.
Il faut savoir que le pouvoir d'achat d'un Qatari est 1000 fois plus puissant que celui-là d'un Français. Pourquoi? Parce que les Qataris, ils auraient pu mettre l'argent dans leur poche, mais ils s'occupent très bien de leur peuple. Le courant est gratuit, l'énergie est gratuite, l'école est gratuite, tout ce qui est médicaux, c'est gratuit. Contrairement à nous, je crois, on dépasse plus que les 12 millions de pauvres. Les restaurants du cœur explosent, l'hôpital se casse la gueule. On a des gens qui se mettent des balles dans la tête, qui tuent ceux qui viennent leur faire des redressements car ils en peuvent plus. Alors je pense que le boycott vaut mieux le faire chez nous pour les Jeux Olympiques. Je pense que pour Notre-Dame, on a trouvé 1 milliard. On aurait pu les donner dans le milieu hospitalier. Alors moi, monsieur, je veux bien vous entendre, mais regardez ce qui se passe chez nous, parce qu'en fait, vous demandez au Qatar de se couper un bras pour des pays étrangers, en fait. Et vous demandez rien à notre pays, à nous, où nous, le peuple, on crève de faim. Alors, est-ce que vous demandez que les Jeux Olympiques en France soient boycottés? Et aussi, on rajouter encore le malheur des Palestiniens. Est-ce que vous demandez que les produits israéliens sont boycottés? Bon, je crois que ta question s'adresse à Jimmy. Hein, ouais, non, mais je vais te répondre. En fait, c'est pour ça qu'il faut. Je pense que il y a une vision. C'est pas une vision. Notre vision ne doit pas être enfermée dans un cadre national. Je crois que la base, c'est l'internationalisme. En fait, concrètement, qu'on soit exploité au Qatar, qu'on soit exploité en Arabie Saoudite, qu'on soit exploité en France, ou au Maroc, en Algérie, on est tous des frères de classe. C'est ce que je dis en fait. Et c'est pas parce que mon frère de classe se trouve au Qatar et qu'il a des problèmes, ou parce qu'il se retrouve et se situe à l'autre bout du monde, que je dois nier ses problèmes. C'est toute la base de l'internationalisme en fait. Et c'est ça la base solidaire qu'on devrait mettre en exergue. Parce que là... mais les Jeux Olympiques, ils te posent une question clairement là. Les Jeux Olympiques en France, tu les boycottes ou pas? Bah bien sûr que mais si ça coûte je sais si on là où je suis d'accord avec toi, si on injecte de l'argent pour des Jeux Olympiques et dans le même temps vous avez un peuple en France qui crève la dalle, bah oui, il faudra le boycotter aussi. Vous êtes juste, là vous êtes juste. Voilà, moi, t'es partout juste, la répartition des richesses est mal faite en fait. Non mais t'es juste au Chez moins. Jimmy, il y a une certaine cohérence. Non mais t'es cohérent avec toi-même. Mais en fait on boycotte tout en fait. Ouais, on boycotte tout. C'est ça, mais c'est à la CGT on dit comme ça, on boycotte tout. Ah mais c'est ça, il faut changer de système. Non mais oui, mais avant d'arriver à le changer ce système, d'arriver à le changer, on boycotte tout. C'est bien ça la finalité. C'est ça, c'est ça, c'est un peu ça. Jimmy. En fait, merci Abdel. Il faudrait distinguer il faut boycotter beaucoup de choses. Ouais, voilà, j'ai bien compris. D'abord, il faut la formatation des esprits, il faut la boycotter aussi. On peut la boycotter la CGT ou pas? Ça signifie la direction de la CGT, dans une certaine mesure, oui. Et de faire développer les idées de la CGT à la base. Excusez-moi, mais le petit prolétaire qui trouve du plaisir à aller payer sa place 30, 40 euros pour aller voir son match de foot, un match de foot sur lequel la pelouse, ce sont des gens qui sont très très bien payés. Tant que le petit prolétaire trouve du plaisir, justement, et estime qu'il a envie de au moins pouvoir se payer ce petit plaisir, quitte à ce que cet argent entre dans des circuits financiers internationaux et capitalistes, pourquoi est-ce qu'on en empêcherait ? Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais ça n'empêche pas. Si tu veux, le problème, c'est que si le prolo paye 40 balles pour aller voir son match, c'est pas dérangeant. Mais à côté, si en concret, on parlait de hypocrisie, bon, dans ce cas-là, le prolo, malheureusement, qui va payer son match ou son truc à 40 balles et qu'après il vient se plaindre, bah après, il faut pas qu'il vienne se plaindre. Non, mais Jimmy, ça veut pas dire passivité. Ah oui, mais voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment, il faut passer à l'action, et l'action, c'est ce que j'appelle l'émancipation cérébrale. Bon, parce qu'ouvrir sa bouche, c'est bien, mais à un moment, si on fait rien. Émancipation cérébrale. Honnêtement, tout à fait fort, les mecs. Alors, bouge pas, on va accueillir Nasser qui nous attend au téléphone parce que parole au peuple dans cette émission, on n'est pas comme à la CGT, on le fait vraiment ici. 01 40 33 9. Ouais, bonjour CGT, Nasser. on le fait aussi, mais à ça la base. va, je te tag, ça va. Nasser, bonsoir. Bonsoir, attends, je m'arrête, comme ça je vais bien parler à l'aise. Ah, absolument. Voilà. Non, je voulais apporter un témoignage parce que sur les conditions de travail au Qatar, parce que moi-même on m'a proposé d'aller travailler là-bas à l'époque et je suis pas parti, je le regarde d'ailleurs, parce que j'ai des amis qui sont partis travailler là-bas, c'est des Algériens, ils étaient payés entre 3 000 et 6 000 dollars. 3 000 et 6 000 dollars, ouais. C'est des mécaniciens, des soudeurs, des conducteurs du grue, etc. C'est des gens du chantier. Donc, être exploité à 3 000 dollars par mois, j'aimerais bien. Ils avaient des prises en charge totales. C'est vrai que c'est des conditions, c'est comme dans le sud algérien ou dans l'Arabie Saoudite, c'est des bases de travail, vous transportez avec le bus jusqu'au... Il y a pas, vous sortez pas, ça veut dire 45 jours ou 60 jours, ça dépend du régime de travail des entreprises aussi.
Ça veut dire, vous voyez pas la vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien du tout. Tout est dans la base de vie. Mais les gens, ils dorment dans des chambres bien climatisées. Donc, sous l'exploitation, on n'est pas dans Zola, dans Germinal ou je ne sais pas. Donc, cette exploitation, il faut relativiser un petit peu. Bon, concernant le boycott, si par le mot boycott, vous voulez qu'on boycotte la télévision de Bolloré, etc., je suis partant. Si vous voulez qu'on boycotte le football qui touche des millions d'euros par mois, je suis partant. Mais boycotter Qatar, pour moi, c'est du racisme. Ça n'a pas d'autre explication. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, c'est dit, mon Nasser. Merci beaucoup et bonne Coupe du Monde, mon Nasser. C'est assez juste. Hein. Oui, mais par ailleurs, une dernière chose, Christophe, s'il te plaît, j'aimerais apporter un point important. Les personnes qui sont décédées, qui sont mortes malheureusement, dues aux mauvaises conditions de travail, elles ont une nationalité, ces personnes. Oui. Ces personnes peuvent venir des Philippines, d'Inde, du Népal, Pakistan. Bangladesh, exactement. Pakistan, tout à fait. Alors avec des pays plus ou moins forts, plus ou moins puissants. Il y a certains qui viennent d'Inde. L'Inde, c'est pas un petit pays. Le Pakistan, c'est pas un petit pays. Et les Philippines ne sont pas un petit pays. Ce sont des États forts, des États avec des représentations diplomatiques. Qu'en disent-ils ? Parce que c'est bien beau de nous, alors d'Occident, de dire oui, regardez ces pauvres travailleurs bengalais, ces pauvres travailleurs qui se font exploiter. Mais qu'en disent les pays émetteurs ? N'est-ce pas eux les premiers, justement, de lancer ce genre d'opération pour que leurs nationaux soient respectés à l'étranger ? Parce que la valeur d'une nationalité, c'est aussi ça. Donc je veux bien qu'on critique une partie des Qataris qui auraient un mépris, et c'est vrai qu'il y a... Dans le Kharij, on ne va pas se mentir non plus, il y a quand même un sentiment de classe supérieure. Mais là n'est pas la question, on pourra en reparler ailleurs. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi ici nous sommes là à demander des droits pour ces travailleurs, alors que les propres pays émetteurs, n'ont pas l'air de dire grand-chose et ont l'air de se satisfaire de cette manne d'argent qui revient au pays. Ça, c'est une question à poser. Alors, on va écouter. Oui, Amine, tu voulais rajouter un truc ? Oui, juste. Vas-y, je t'en prie. Ce matin, l'ambassadeur du Qatar en France a dit textuellement que chacun balaye devant sa porte. Et il a raison. Et il a raison, à mon sens, parce que, et ça rejoint ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est que d'abord, ces gens qui souffrent, qui travaillent dans des conditions particulièrement difficiles, ils sont ressortissants d'un certain nombre de pays qui ne se positionnent absolument pas. Et donc, nous, ici, du haut de notre Occident, on veut donner des leçons à tout le monde. Et on a marre. Mais on veut surtout ne jamais en recevoir. C'est surtout ça le problème qu'on a aujourd'hui en France. Et l'opportunisme dont je parlais tout à l'heure, finalement, il rejoint un peu tout ça. On a un pays qui a décidé de faire de cette compétition une gabegie financière, tout ce qu'on veut. C'est son droit, il en a les moyens, et donc il doit pouvoir le faire. Maintenant, on peut boycotter nous si on veut ici. Je crois qu'au regard de ce qui a été le résultat des audiences hier pour le match, c'est plié. Je crois que c'est assez plié, ça a été décidé, et donc je pense qu'il faut maintenant qu'on passe à autre chose, à mon sens. Oui, je sais que tu n'es pas d'accord, Jimmy. Alors, on va juste accueillir la bouche d'un ambassadeur, c'est pas pour rien qu'il dit ça en fait. Dissocier deux choses. Il défend son pays, c'est normal. Attendez. Auditeur, priorité aux auditeurs. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ton prénom, pardon, je l'ai oublié. Ouais, c'est Mounir. Mounir, tu nous appelles d'où, mon Mounir ? De Paris. De Paris, très bien. Alors on t'écoute, Mounir. Ouais, c'est juste en fait, je voulais savoir en fait quelle forme de boycott les gens appellent. En fait, on comprend rien là. C'est pas clair du tout. Est-ce qu'il faut boycotter le Qatar parce que c'est un pays en fait qui respecte pas les droits de l'homme? Et j'entends. Ok, là je suis pour. Ou bien là on est en train de mélanger tout en fait. Boycotter le Qatar pour les droits de l'homme ou boycotter le Qatar parce qu'il ne respecte pas les principes, en fait, sous-entendus, en fait, les LGBT. Là. Ok? Parce qu'en fait, il faut savoir en fait, que le Qatar, en fait, c'est un pays conservateur, il est souverain de toutes les lois, de toutes ces lois. Là, parce que là, il y a un petit peu de mélange. Là, tout le monde profite du boycott. Alors, boycotter le Qatar par rapport aux droits de l'homme, j'entends et je suis pour, mais boycotter le Qatar pour d'autres raisons, donc là, franchement, là, je comprends rien. J'arrive plus à suivre là. Là, pour les droits de l'homme, par contre, il fallait boycotter aussi la Russie, il fallait boycotter la Chine, quand elle avait organisé les Jeux Olympiques à l'époque. Voilà. Donc là, on n'arrive plus à suivre. C'est vrai que c'est un peu confus, je suis assez d'accord avec toi. Merci en tout cas, cher ami. 01 40 33 9000. Bon, on va suivre de très près. En tout cas, moi je pense que là, pour le coup, hier soir, tout le monde a répondu. Je veux dire, voilà, boycott. Et une dernière chose. Oui, dernière chose, Mehdi.
il faut quand même dissocier deux choses. Dissocier la Coupe du Monde au Qatar, ce qu'on peut en penser, qu'on soit pour ou contre le boycott. Et ça ne signifie pas être contre le boycott qu'on est pour la géopolitique du Qatar et ce que le Qatar peut faire à l'international. Ce sont deux choses complètement différentes. Là, on parle vraiment de la Coupe du Monde. Le Qatar, on connaît cet État, on connaît ses ramifications, on sait de quoi il est capable également. Et une deuxième chose, comme l'a fait beaucoup, il y a un journaliste qui s'appelle Romain Molina qui fait beaucoup d'enquêtes sur le football. Excellent. Voilà, exactement. Il n'y aurait pas que la Coupe du Monde à boycotter. Il y aurait la FIFA, il y aurait quasiment toutes les fédérations. C'est en ça que je revenais à. Ils font à du dire sale, que la le sport, FIFA. c'est une politique. La FIFA, c'est très sale. Ouais. Les fédérations françaises, que ce soit de football ou d'autres pays, de football de France ou d'autres pays, c'est très très sale, c'est corrompu, c'est plein de magouilles, c'est de la politique. Là-dessus, il y aurait vraiment un vrai travail à faire, mais c'est un travail de fond qui ne se décide pas 15 jours avant le début d'une Coupe du Monde. Et je te Oui, précise... le boycott, il aurait dû avoir lieu au moment de l'attribution. Oui, mais qui a participé, qui a fait en sorte que le Qatar puisse... La France en particulier. Qui en particulier? La France en particulier. Oui, mais qui? Nicolas Sarkozy. Voilà, merci. Bien sûr. Il a même soudoyé un petit peu Michel Platini, hein, on peut le dire, qui était farouchement opposé à la Coupe du Monde au Qatar. Et puis en sortant du bureau de Nicolas Sarkozy, il avait un peu changé. Il avait un peu un sourire de travers. On s'en souvient. On n'oublie pas, les amis. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir, mes amis. Surtout bonjour à Monsieur Mam, de ma part. Il est là, il vous écoute, Mam. Bonjour. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Juste... au revoir alors. Non, mais c'est comme le temps me presse, c'est tout. Pour vous. Voilà, est-ce que vous rappelez, Monsieur Christophe, peut-être vos collègues là n'étaient pas présents. Monsieur le docteur Soufiane Al-Akhdari. Oui. Quand il dit Qatar égale Khatar, pour les gens qui comprennent. Danger. Donc, voilà, merci, celui qui traduit en même temps. Donc, maintenant, c'est vrai, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Même, rappelez-vous, il y avait un grand château sur la montagne de Damas, Jabal Asyoun, et c'est le père de celui-là qui l'a fait. Bon, c'est pas grave. Donc, ils font des guerres à droite et à gauche maintenant. Et vous avez tout résumé. Monsieur Sarkozy lui-même, il a reçu donc les grandes sommes, ainsi, etc., les FIFA. Donc maintenant, que voulez-vous que je vous dise plus que ça? Je suis jaloux, personnellement, très jaloux des Perses qui font actuellement des usines. Nous, on n'a pas le seul pays. Il y avait l'Algérie, on a tout fait pour casser ces usines. Voilà. Donc maintenant, ils mettent 80 milliards, corrigez-moi, sous votre contrôle, de dollars pour ces jeux, alors que les Algériens ce matin étaient fiers de faire un budget de 96 milliards. Au moins, ça va aller vers 48 millions d'habitants. Maintenant, ils sont libres de leur argent. Maintenant, c'est vrai, il y a une hypocrisie de notre part, ici, les Occidentaux. C'est ce que j'ai à dire. Merci, docteur. Merci beaucoup. Alors, je voulais qu'on parle rapidement de Gérald Darmanin, qui toujours fait parler de lui, le ministre de l'Intérieur, et qui, hier, à l'Assemblée nationale, au détour d'une réponse plutôt d'une question d'une députée RN, a glissé cette petite phrase sur l'Italie. Bon, je ne savais pas qu'on avait un ennemi frontalier qui s'appelait l'Italie. Écoutez. Dans la décision de Mme Meloni et de son gouvernement, le fait que vous n'avez respecté aucun du droit international, vous préférez attaquer les policiers français, les justiciables français qui ont considéré qu'il fallait accueillir ces personnes, et notamment 44 enfants. En effet, madame, vous n'êtes pas toujours patriote lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment. Les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment, donc entre guillemets l'Italie, de Giorgia Meloni. Gérald Darmanin a-t-il dérapé, Amine? C'est une évidence. Enfin, c'est juste incompréhensible qu'un ministre de l'Intérieur, donc quand même un poste régalien, puisse s'exprimer ainsi dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour nous dire qu'un pays voisin, membre fondateur, je crois, de l'Union européenne, est un pays ennemi. C'est juste scandaleux. Je rappelle quand même que Mme Meloni, évidemment, elle n'est pas de mon bord politique, mais elle a été élue démocratiquement par le peuple italien, et donc elle est tout à fait légitime à diriger son pays dans le cadre notamment des règles qui s'imposent dans l'Union européenne. Et je ne crois pas que ce soit ni intelligent, ni judicieux, ni même responsable que de traiter un pays voisin, un allié par ailleurs, que d'ennemi.
Ça me paraît juste être plus qu'un dérapage. Je crois que Monsieur Darmanin est en roue libre. Je crois qu'il prépare quelque chose pour la fin de ce mandat et sans doute qu'il a envie de mieux. Et malheureusement, il aspire à des fonctions, c'est ça ? Il aspire à des fonctions, évidemment. Et donc, toutes les outrances, toutes les sorties hasardeuses, tous les buzz possibles sont devenus sa monnaie courante. Jimmy, est-ce que Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dérapé sur ce coup ou pas ? Oui, alors, le problème, c'est qu'il crée une confusion un amalgame entre l'Italie, le peuple italien et la formation politique qui dirige l'Italie actuellement. Évidemment, le peuple d'Italie c'est un peuple ami. On est amis, on a une grande histoire enfance. Non mais attendez, je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une formation politique en Italie qui est Fratelli d'Italia, et qui est clairement une formation politique néo-nazie. Faut pas oublier. Et moi, ça me gave un peu. Là, je suis pas d'accord avec toi, Amine. C'est que évidemment, il y a eu une élection. Il y a une formation politique, même si elle est néo-nazie, elle a été élue. Mais si on écoute un peu ce qui se dit en France, on a l'impression que parce qu'il y a eu une élection et qu'il y a effectivement démocratie et le peuple a voté effectivement. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas d'accord, ils doivent se renfermer dans une discipline incohérente, ils doivent rester passifs, silencieux, ils doivent se mettre à genoux et plus rien dire. C'est incohérent ce que vous dites. Donc moi ce que je dis, c'est qu'il faut bien faire la différence entre le peuple d'Italie, qui est un peuple ami, mais la formation politique qui les dirige est néo-nazie, ils sont infréquentables, et la minorité qui refuse d'avoir sur le pas de sa porte des formations politiques néo-nazies, encore une fois, je reviens à des bases internationalistes, il serait peut-être temps qu'on se bouge. Donc, Monsieur Darmanin, c'est dangereux ce qu'il fait, parce qu'il sème la confusion entre le peuple italien et sa formation idéologique, et c'est pas du tout la même chose, même s'il y a eu un vote. Mais c'est précisément ce que je dis, mon cher Jimmy, c'est que ce que je dis, c'est que autant on peut avoir beaucoup de choses à reprocher à cette formation, et tu l'as suffisamment dit, c'est une formation d'extrême droite, mais je le dis, ni toi ni moi, nous sommes ministres de l'Intérieur, lui est dans un rôle de représentation de l'État français, d'autant plus qu'il est ministre d'un portefeuille régalien, et il ne peut pas s'exprimer de manière aussi libre qu'on ne pourrait le faire, toi et moi. Et donc, je trouve qu'il est scandaleux qu'un ministre de l'Intérieur puisse évoquer, et peut-être en faisant un amalgame, sans doute, mais justement, c'est là où on doit peser ses mots quand on détient de telles responsabilités. On ne peut pas s'exprimer comme dans un bistrot en expliquant que l'Italie est un pays ennemi. Ce n'est pas possible. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais, mais dit Chokri, Darmanin a-t-il dérapé ? Alors en fait, si on écoute bien ce qu'il dit, il dit absolument le contraire de ce qu'il veut dire. Et il dit que grosso modo, cette députée, enfin le RN, se range aux côtés de ceux qui sont ennemis de la France. Oui. Non, pardon, c'est pas ce qu'il dit. Mince. En fait, grosso modo, il dit que... tu as la phrase exactement ou pas ? Parce qu'en fait, il dit le contraire. Hein. Bah, si tu veux, je vais la repasser même, hein, comme ça va être plus rapide. Ouais, ce serait sympa et vous allez entendre exactement qu'il dit exactement le contraire. Alors, vous allez voir, attends, bougez pas, je la repasse, hein, vous m'avez pris de court, hein, mais bon, je suis toujours réactif. Je suis désolé. Vous inquiétez pas, très réactif même. On écoute Gérald Darmanin, puisque Mehdi en veut encore, toujours et encore. C'est un peu comme Pec Citron, quand il y en a plus, il y en a encore. Dans la décision de Mme Meloni et de son gouvernement, le fait que vous n'avez respecté aucun du droit international, vous préférez attaquer les policiers français, les justiciables français qui eux ont considéré qu'il fallait accueillir ces personnes, et notamment 44 enfants. En effet, madame, vous n'êtes pas toujours patriote lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment. Voilà, de ceux qui attaquent la France, qui attaquent la France en ce moment. À savoir l'Italie de Giorgia Meloni. Il fait référence à Meloni, en effet. Mais sauf que Meloni, quoi qu'on puisse en penser, elle reste le représentant du peuple italien. C'est là où je suis pas d'accord. Si, je suis désolé. Elle est majoritaire. J'avais donné la parole à Mehdi. Ça veut pas dire qu'on doit rester passif et rien faire. C'est pas ça, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'elle est le représentant aujourd'hui. Il y a plein de représentants de chefs d'État dont on ne partage pas les idées, dont on ne partage pas le régime. Contre laquelle on doit tous se battre. Non, on ne se bat pas. On se bat chez nous. On se bat chez nous. On ne se bat pas contre les Italiens. C'est les Italiens ont choisi de d'élire Madame Meloni, c'est leur problème, ils sont en démocratie.
démocratie, ils font ce qu'ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut chez nous. La On peut critiquer tous les chefs d'État du monde. Solidarité internationale des peuples, Amine. C'est comme ça qu'on va Choukri. Oui, mais non, ça marche pas comme ça. Amine, Mehdi, termine parce qu'on est pressé par le temps. Là, vas-y, Mehdi. Ça marche. Darmanin dit « Vous êtes avec les ennemis de ceux qui combattent la France ». Si on écoute cette phrase, ceux qui combattent la France sont les ennemis. Bah, si vous êtes avec les ennemis des ennemis, vous êtes avec nos amis. C'est ce qu'il dit texto. Hein. C'est un peu vous êtes avec les ennemis de ceux qui combattent la France. En pleine semaine de la francophonie. Non, mais c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas. Ah non, c'est ce qu'il dit. Bon, deuxième, allez, on va aller plus, parce que c'est pas ce qu'il voulait dire, mais c'est ce qu'il dit clairement. Ce que je voulais dire, c'est que, comme l'a très bien dit, en fait, Darmanin a des choses en vue, hein, ses possibilités de présidentiabilité, donc il est vraiment dans la com et encore la com. On voit qu'il est là pour essayer de gagner des points et plaire à tout le monde, c'est-à-dire qu'il est contre les migrants, mais il veut bien les accueillir. Ça veut rien dire, hein, la politique de Darmanin, ça ne veut absolument rien dire. Mais je ferai remarquer qu'en fait, vraiment, depuis le gouvernement Macron, on est dans la com au lieu de la diplomatie, à chaque fois. Mais vraiment, à chaque fois, on va taper sur la table, on va taper du poing sur la table face à des pays qui ne nous ont rien fait. Mehdi, pardon de te couper, j'ai une page de pub, on y revient dans un instant. Je te laisserai terminer, et dans un instant, je vous ferai découvrir, Pour information, l'Espagne mène 1-0 contre le Costa Rica. Ah, Espagne. Oh, dans un instant, on va parler de l'uniforme à l'école. Est-ce que vous y êtes favorable? À tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Amine Sa, avec Jimmy Daludou, avec Mehdi Choukri et Mam aussi qui écrit cette émission aujourd'hui. Il nous en fera le résumé à la fin de cette émission. Il écrit bien, Mam, hein. T'as vu, Amine? Ouais, franchement, c'est excellent. Bien Je serais incapable de faire ça. Excellent. Incapable. Ouais. Petite info, Christophe, à la 23e minute, l'Espagne mène 2-0. Oh là, voilà, l'Espagne, ils sont là. Tu vois, au moins, ils sont là. Les Allemands sont pas là, les Espagnols sont là. Ils confirment. Voilà. Sortez les gambas. Ouais. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Alors, les gars, je pense qu'on a tout dit sur Darmanin. On passe à autre chose. On y va. Mehdi, tu voulais rajouter un truc? Non, c'est bon? Oui, enfin non, c'est simplement que, voilà, une fois de plus, en fait, la seule chose que je voulais rajouter, c'est que lorsqu'il parle d'ennemis, on aimerait qu'il parle également des ennemis qui s'attaquent aux centrales nucléaires françaises. Ça a été le cas de General Electric, qui s'attaque à Alstom, qui s'attaque aux câbles sous-marins, qui s'attaque au contrat de 50 milliards que la France a signé. Et là, bizarrement, on ne parle pas de pays ennemis, mais on parle de pays amis. Donc le SAM en l'occurrence. Donc c'est toujours très facile d'être fort avec les faibles, c'est beaucoup plus difficile de l'être avec les forts. Oui, bonne conclusion, j'ai envie de dire, pour notre ami Mehdi, là, pour le coup. Alors, avant de passer à la battle, dans un instant, la battle qui va vous opposer, enfin, peut-être ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, sur la possibilité de remettre un uniforme à l'école. Sachez que c'était plutôt une idée qui était défendue par des gens de droite ou encore de l'extrême droite, et voici que des députés, ils sont 7, hein, pas nombreux, mais en tout cas, l'idée quand même commence à germer de pouvoir peut-être remettre l'uniforme à l'école, ce qui réglerait pas mal de problèmes. Vous savez qu'il y a eu pas mal d'entorts, soi-disant, à la laïcité dans quelques écoles en France. Il y a aussi un problème de parité sociale. Tous ces arguments sont sur la table et on y réfléchit. N'y est pas hostile ni favorable le ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, on y travaille. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On en reparle dans un instant. Pour l'heure, je voulais faire une petite carte postale, les amis. On en a bien besoin en ce temps hivernal. Au Qatar. Non, pas au Qatar. On y était tout à l'heure. À Djerba, mon cher ami. Djerba la Douce. Vous connaissez? Très belle île. Mamie, oui. Très belle île, oui, très belle île, absolument. Djerba la Douce, effectivement, où avait lieu le 18e sommet de la francophonie à Djerba. Il fallait le boycotter ou pas, Jimmy, celui-là? Bah, il faut boycotter tous les lieux. Là où la force de travail est exploitée, il faut y crier. Mais la force de travail est exploitée partout dans le monde, c'est ça le problème. Oui, le capital est à boycotter. Alors, Djerba la Douce, c'est une belle île, mon Jimmy. Tu iras un jour, j'en suis sûr. Écoute cette belle carte postale qui nous est faite par cette journaliste de la RTCI, Radio Tunis, chaîne internationale. Djerba est une île située au sud-est de la Tunisie. D'une superficie de 514 km², elle constitue la plus grande île des côtes d'Afrique du Nord. Dans l'imaginaire voyageur, Djerba se limite trop souvent aux hôtels-clubs. Dans un décor de carte postale, l'île tunisienne, plantée à quelques kilomètres de la côte africaine, est pourtant riche d'une histoire plurimédiatique
millénaire. Djerba pourrait prochainement être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En effet, une liste de 24 monuments proposés à l'inscription sont implantés partout sur l'île. Il s'agit notamment de la mosquée Fazloun, l'un des monuments les plus curieux. Bâtie au XIVe siècle, cette mosquée bénéficie d'une architecture typique des édifices religieux de l'île, mais conçue selon un plan atypique unique dans le patrimoine architectural tunisien. La synagogue de la Ghriba, elle constitue l'un des principaux marqueurs identitaires des Juifs de Djerba. L'établissement fait l'objet d'un pèlerinage annuel rassemblant plusieurs milliers de pèlerins. C'est aussi l'une des principales attractions touristiques de l'île de Djerba. Ou encore l'église Saint-Nicolas, fondée vers 1890. L'église grecque orthodoxe est dédiée à Saint-Nicolas, patron des pêcheurs. Cette église fut construite à l'époque où une communauté grecque s'installa sur l'île. Djerba fut donc traversée par plusieurs civilisations qui ont laissé chacune une empreinte qui aujourd'hui donne l'impression que le temps s'y est arrêté. Les Carthaginois y fondent plusieurs comptoirs. Les Romains y construisent des villes, développant ainsi l'agriculture et le commerce portuaire. Passé successivement sous domination vandale, byzantine, arabe, ottomane, puis française, Djerba est devenu depuis les années 1960 une destination touristique incontournable de la Tunisie qui lui vaudra plusieurs surnoms comme l'île des rêves ou encore Djerba la douce pour son climat doux tout au long de l'année. Les grandes plages de sable blanc et les eaux turquoises changeantes en fonction des heures de la journée et des températures donnent à Djerba un véritable paysage de carte postale digne des plus belles îles du monde. Chaque année, elle continue d'accueillir des milliers de touristes qui certains l'ont adoptée pour toujours. Bah, c'est pas mal, dites-donc, ça donne envie d'y aller en tout cas, franchement. Cette belle carte postale qui nous a été faite donc de Djerba la douce, c'est ainsi qu'on la surnomme, en tout cas, où était organisé le 18e sommet de la francophonie. Place à la battle maintenant. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! Alors la battle qui concerne un sujet finalement qui nous passionne tous et qui nous questionne aussi. Voici donc le débat sur l'uniforme à l'école. 7 députés Renaissance défendent une proposition de loi visant à favoriser le port d'une tenue commune dans les écoles, dans les universités. C'est dans le cadre donc de que ces députés macronistes mettent le débat sur la table, alors que je disais tout à l'heure, l'uniforme à l'école était plutôt défendu par la droite, l'extrême droite, le Rassemblement national qui a déposé une proposition de loi en janvier chez les Républicains. Les 3 candidats à la présidence du parti se sont prononcés pour l'uniforme. Désormais, ils sont rejoints donc par 7 députés de la majorité qui auraient déjà une proposition de loi. Le groupe parlementaire Renaissance doit se pencher sur la question, mais le président par intérim du groupe, Sylvain Maillard, est favorable à cette proposition de loi. C'est-à-dire que l'hypothèse d'une loi donc, qui imposerait l'uniforme dans tous les établissements scolaires de France, cette hypothèse devient tout à fait crédible. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Eh bien, les auditeurs qui ont voté sur Twitter, le Grand Forum FM2, ils sont plutôt favorables. Bonne idée à 79%. Mehdi, le Lion, notre Lyonnais, est-ce que c'est une bonne idée que de remettre l'uniforme, parce que ça a été le cas en France il y a quelques années, est-ce que c'est une bonne idée de remettre l'uniforme à l'école, et si oui, pourquoi? Alors tout d'abord, c'est pas une idée de droite à la base, parce qu'il y a des pays communistes qui avaient l'uniforme à l'école. Il ne s'agit pas d'une idée de droite ou d'une idée de gauche, c'est simplement une idée pédagogique. Moi, personnellement, je suis tout à fait pour. La seule chose que j'aimerais, si tel était le cas, c'est que ce ne soit pas un uniforme global et national, mais que ce soit un peu à l'anglaise, c'est-à-dire que chaque école puisse avoir son écusson, puisse avoir un peu sa petite particularité sur l'uniforme. Ça créerait un petit sentiment aussi d'adhésion, un petit sentiment d'équipe. Qu'on peut retrouver dans le sport, par exemple, tout simplement. Et ça effacerait beaucoup de problématiques. Là-dessus, je le rejoins, et je ne parle pas simplement des problématiques religieuses, mais des problématiques sociales, des problématiques de raquettes, d'habits, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est une bonne proposition, avec des petites particularités locales, si possible. Bonne proposition ou pas, Jimmy Dalidou? Alors, c'est dommage que ce soit... vu par certaines personnes comme une proposition plutôt défendue à droite, etc. Parce que c'est une des rares propositions avec laquelle je suis d'accord.
Pour plusieurs raisons. Il peut y avoir des bonnes choses à droite. Non, mais je veux dire, on peut être à gauche et puis défendre cette proposition, c'est ce que je veux dire. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, pourquoi c'est une bonne idée, là, cet uniforme dans les écoles, c'est que j'ai moi-même grandi dans une école. J'ai été à l'école. D'ailleurs, je salue tous les enseignants du collège Victor Hugo dans la cité des 3000 de Aulnay-sous-Bois, s'ils se souviennent de moi. Et en fait, on sait que trop bien ce que ça fait d'être dans une cour d'école et d'être. Alors, entre les élèves qui, oui, effectivement, les différences, des fois, ça se voit quand même. Les différences, même si c'est laïque, des fois, ça transparaît quand même un petit peu dans les cours de récré. Entre les élèves les copains qui ont des parents qui ont les moyens financiers d'apporter d'acheter des chaussures de marque, des vêtements de marque, et puis vous, vos parents, ils sont en galère, ils galèrent pour vous acheter à bouffer, donc pour vous acheter des Nike, c'est compliqué. Donc à ce niveau-là, oui, deuxième élément qui fait que je suis plutôt pour. Donc laïcité, oui, effectivement. On va dire que alors attention, parce que il faut aussi que certaines conditions soient réunies. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans ce système qui consiste à dire les parents vont acheter les uniformes et que il faut que ce soit il faut que les conditions soient prises en charge par l'école. Il faut que les uniformes soient tout ce qui est frais achat, frais d'entretien, soit géré par l'école, parce que si l'enfant porte un uniforme et qu'il se retrouve avec des heures de colle sous prétexte qu'il a des taches sur son uniforme et que les parents n'ont pas pu les laver, vous voyez, il y a des conditions à réunir. Mais en tout cas, sur le fond, je suis plutôt d'accord. Ouais, Amine. Petit aparté, mon cher Christophe, 3-0 pour l'Espagne suite à un penalty sifflé à la 30e minute. 3-0 pour l'Espagne, on est dans la première mi-temps. Magnifique. Exactement. Ouais. Donc pour revenir au sujet, moi je n'ai pas un avis tranché sur la question. Ce qui est vrai, c'est que c'est une mesure, au départ en tout cas, qui a souvent été brandie par la droite. Alors ça ne veut pas dire qu'elle doit être exclusivement défendue ou soutenue par la droite, mais c'est vrai qu'au départ, c'est une mesure plutôt conservatrice. Maintenant, est-ce que aujourd'hui cette réponse pourrait, simplifier en tout cas les rapports entre les gamins à l'école? Est-ce qu'elle viendrait répondre à une exigence de laïcité? Je sais pas. Sur la question sociale, moi je vois bien l'intérêt d'une telle mesure. Évidemment, le fait d'effacer les privilèges sociaux qui pourraient apparaître à l'école, etc. Quoique la carte scolaire s'en occupe déjà très très bien. On voit bien que les gens sont parqués dans les écoles en fonction de leur niveau de vie, en tout cas en fonction des quartiers, etc. Donc je sais pas si ça viendrait répondre à cette difficulté-là. En tout cas, je pense qu'il faut se poser la question, il faut qu'il y ait un débat sur le sujet, parce qu'on l'a bien vu, dans l'opinion, c'est quelque chose qui est plutôt soutenu. Maintenant, à chaque fois que ça a été mis sur la table par un gouvernement, il n'a jamais été au bout. Et parfois, des gouvernements qui avaient la majorité à l'Assemblée. Alors, dans le cas de figure que l'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avec une majorité relative qui, en plus, à l'intérieur, est en dissidence entre les différents groupes qui la composent, je ne vois pas comment cette mesure pourrait trouver une large adhésion à l'Assemblée nationale, à moins que ce soit décidé par référendum. Mais je ne crois pas au contraire, j'imagine que ça pourrait. Parfois. De quoi, Mehdi ? Décidé par. Il y a un mot qui a été employé. Décidé par. Référendum. Oui, ce qui est un peu ce qui sera pas le cas. Je dis ça, mais en réalité, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et que si on veut faire passer quelque chose autrement, il y a le 49.3. Mais je crois pas que le président de la République va actionner le 49.3 pour ce type de mesure. Oui, mais c'est sur des questions budgétaires, etc., qui sont beaucoup bien plus importantes et qui pourraient finalement handicaper le pays. Au contraire, je pense que ça passerait vraiment. La droite, par exemple, qui est favorable, le RN y est favorable. Il y a que les gauchos, on ne sait pas où ils sont, quoi. Je sais pas s'ils sont favorables. C'est très émietté au sein des Républicains comme au sein de Renaissance. Juste aussi, même si effectivement c'est un peu c'est un voile social, on va dire, l'uniforme. C'est un voile social qui cache certaines inégalités sociales. Mais il ne faut pas non plus que ça déresponsabilise le gouvernement. Et il y a des inégalités. Même si tous les enfants portent un uniforme, et ça va voiler cette inégalité sociale qui est très profonde. Et le fait qu'il y a deux France dans la... il y a toujours eu deux France dans la France, vous le savez bien.
Mais si c'était véritablement une proposition de la Macronie, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas proposée? Enfin, pourquoi c'est pas un projet de loi et pourquoi ça se traduit aujourd'hui en proposition de loi? Députés Renaissance. C'est évident qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'une mesure qui pourrait être phare, mais qui coûterait pas grand-chose finalement. Alors, Houssen sans est doute avec pour masquer nous. le reste. Honnêtement, j'aimerais rajouter une chose aussi. Il suffit d'aller dans les quartiers populaires et dans les quartiers, on va dire, plus chics, et observer comment sont habillés les jeunes. Qui portent des baskets qui coûtent très cher, qui portent des vêtements qui coûtent très cher, quels sont les parents qui se saignent. Et vous pourrez voir que c'est dans les quartiers populaires que la concurrence de la mode est certainement la plus importante. Hélas. C'est pas faux. Houssen, bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, je suis très favorable. Et déjà, simplement que cette mesure est très, très, très écologique. Ah bon? Oui, moi j'ai tendance à intervenir souvent dans les écoles. Et Christophe, le tonne de vêtements que les enfants oublient à l'école, c'est incroyable. Des tonnes, je te dis, des tonnes. Et des vêtements de marque. Et déjà aussi, on en a besoin. Parce que la jeunesse de maintenant, il faut un peu la recadrer. Et au niveau financier, je sais pas qui c'est qui parlait de s'il fallait prendre en compte. Ça, c'est pas un problème. La France est un pays très sociable. Je pense qu'il suffit d'augmenter un peu l'allocation entrée scolaire et ça devrait le faire. Et franchement, moi, je pense que ça serait très, très, très bienvenu. Ça coûterait moins cher en plus pour les parents que d'acheter un uniforme. Déchirer, tout ça, avec des sacs à main à l'école, tout ça, là, ça serait bien de finir avec ça, quoi. Ok, Houssen, et c'est vrai que ça coûterait moins cher aux parents plutôt que d'acheter un uniforme. Par contre, j'annonce l'une des raisons pour laquelle ça va être très compliqué. C'est parce que dans notre époque actuelle va venir se greffer la question du genre de l'uniforme, etc., etc. Et alors là, ça va être encore tout un pataquès qui va être fait. Alors que c'est direct sur votre radio France Maghreb 2 avec l'heure de retrouver tout de suite Mam pour la belle histoire des génériques consacrée aujourd'hui à une émission de jeu, évidemment, de l'époque, La Roue de la Fortune. Mam, c'est à toi, nous t'écoutons assidûment. Musique, maestro, avec un petit peu. Voilà. La belle histoire des génériques. La Roue de la Fortune, 1987-1997. Et oui, cette émission de jeu est une émission qui certainement va vous rappeler un certain nombre de souvenirs. Un souvenir qui est de son déroulé, comme cette roue aux multiples couleurs. À son déroulement, puisque suivant le nombre de manches, chaque candidat commence la manche à tour de rôle. Il y en avait 3. Les candidats doivent trouver des énigmes proposées dans différents thèmes. Ils doivent proposer des lettres afin de trouver le mot ou la proposition affichée sur un tableau situé en face d'eux, en tournant avant chaque proposition une roue composée de cases sur lesquelles sont inscrites différentes sommes d'argent. Vous vous souvenez sans doute de la case passe, de la case banqueroute ou de la case relance, et même de la case bonus, présente dans une manche ou deux et permet de gagner un cadeau. Eh bien, la Roue de la Fortune, c'était ça. C'est un jeu proposé par les Américains, comme toujours. Le jeu s'appelait Wheel of Fortune, est diffusé depuis des années aux États-Unis et est arrivé vers la fin des années 80 en France. Elle arrive sur TF1, qui à l'époque présentait d'énormes difficultés financières. Elle perdait 10 millions de francs par an en 1983, 18 millions en 1984 et près de 100 millions en 1985. La haute autorité de l'audiovisuel, l'ancêtre du CSA de l'Arcom aujourd'hui, a proposé une solution à TF1. Pourquoi pas lancer une petite campagne de parrainage? C'est ainsi que l'émission d'ailleurs de Stéphane Collaro, Cocorico Cowboy, a pu bénéficier d'un premier parrainage dans l'histoire de la télévision française grâce à la marque Orangina. Et ainsi, La Roue de la Fortune a été lancée le 5 janvier 1987 sur TF1 avec un présentateur qui n'était pas Christian Morin au départ. Mais il s'agissait de Michel Robe en compagnie de Cléa Pastor qui se faisait appeler Vanessa. En fait, on a recyclé les ex-Coco Girls de Collaro pour assurer la coprésentation. Et du coup, Michel Robe a été le premier présentateur. Michel Robe qui est finalement resté
à peu près 6 à 7 mois à la présentation de cette émission pour partir sur la 5 pour présenter une émission à peu près équivalente qui s'appelait La Porte Magique. Et Michel Robe, on le connaît bien, notamment les enfants, parce qu'il a animé une émission qui s'appelait En route pour l'aventure, avec comme sponsor et principal parrainage la fameuse boisson Banga. Voilà. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Voilà, c'était ça à l'époque. Et Michel Robe a abandonné La Roue de la Fortune, qui sera un succès, avec Christian Morin et la jeune Annie Pujol, qui avait 25 ans à l'époque. Et ce programme qui suivait Santa Barbara, le programme préféré des mamans, a été suivi à l'époque par entre 9 à 12 millions de téléspectateurs. Donc, ça fait rêver. Ça fait rêver, c'est l'équivalent du score du foot d'hier soir. Absolument. Et l'émission a eu un beau 5 années de succès. Et celui qui va porter l'estocade à ce programme s'appelle Christophe de Chavannes, puisque Christophe de Chavannes a proposé à la direction de TF1 un programme qui s'avérera culte, qui s'appellera Coucou c'est nous, et parce qu'il avait considéré que La Roue de la Fortune devenait un programme un petit peu ringard, et a proposé son remplacement par cette émission. Et ironie du sort, c'est plus de 14 ans après que Christophe de Chavannes se retrouve à la tête d'une émission de jeu qui s'appelle La Roue de la Fortune en 2006, modernisée évidemment, avec la fameuse mannequin suédoise, je crois, d'origine, qui s'appelle Victoria Silvstedt, et qui a été un bon succès pendant 3 à 4 saisons. L'émission, finalement, première version a duré de 87 à 97 avec de très nombreux présentateurs tels Olivier Chiabodo, Alexandre Debanne, Benjamin Castaldi, enfin voilà, pas mal. Désolé, excuse-moi. Et du coup, l'émission s'est arrêtée en 97 au moment de la fameuse quête de sens que Étienne Moujotte vantait les mérites à l'époque d'un TF1 nouveau. Et l'émission donc est réapparue entre 2006 et 2012 et c'est fini avec Benjamin Castaldi et Valérie Beg. Merci Mam pour dans un instant qui va nous faire l'histoire, enfin l'histoire de cette émission, oui, d'aujourd'hui, la belle histoire du jour. Place au quiz. Allez, tout le monde peut jouer évidemment et répondre à mes petites questions que j'ai relevées dans l'actualité. Quel pays, messieurs, a demandé aux ONG françaises de cesser leurs activités? Le Mali. Le Mali est une très bonne réponse. Effectivement, le Mali a demandé à toutes les ONG françaises de cesser immédiatement de soutenir le terrorisme. Ils sont accusés de soutenir le terrorisme. On voit qu'il y a une cassure qui est bien cassée pour le coup entre la France et le Mali. C'est une fracture totale. Ah, totale. Et rupture de confiance même avec tout le continent africain d'ailleurs. Oui, une grosse partie en tout cas. Manchester United, on parle de foot, a résilié son contrat avec qui? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Incroyable, hein. Voilà. Oui. Faut pas dire n'importe quoi. Le ministre de l'Intérieur, tiens toujours lui, a annoncé qu'un avion est parti vers quel pays avec à son bord 2 migrants. Et d'ailleurs, ils étaient que 2 dans l'avion. La Tunisie, non? Non. Pays d'Afrique. L'Afrique subsaharienne? Non, on en parlait il y a quelques instants. Mali. Le Mali. Voilà. Bonne réponse. Le Mali. Ouais, non mais bon, ce qui montre bien. C'est intelligent ça d'ailleurs d'envoyer 2 personnes dans un avion. 2 personnes. Non mais tu as vu quand même que avec les années ça diminue. Charles Pasqua sans un Malien. Et là maintenant 2. Ils sont plus que 2. Bah il y en a plus. Alors forcément ils les ont tous renvoyés. C'est formidable ça quand même. Tiens, alors messieurs, c'est une vraie question. Dans quel pays un mystérieux phénomène est apparu? Des dizaines de moutons qui forment un cercle et qui tournent autour d'un rond. C'était pas aux États-Unis? Non, c'est pas en Nouvelle-Zélande, mon Mehdi. J'en ai entendu, je l'ai vu. C'est un phénomène vraiment qui est apparu là, c'est assez étrange. C'est en Europe? Non, c'est en Asie. C'est la Coupe du Monde de foot, non? Non, c'est en Asie. Non, c'est pas en Asie, Grand pays d'Asie. La Chine. Japon. La Chine, effectivement. Ouais. Eh oui, voilà. Et enfin, quelle est la première personne à avoir dépassé 500 millions d'abonnés sur Instagram? Ah. C'est un footballeur. Ah bah c'est pas Cristiano Ronaldo? Bah si, tout simplement. Notamment grâce à sa vidéo où il dénonce tout ça sur, tout ce qu'il a dénoncé sur Manchester. C'est ça. Ce qui a suscité son éviction. Allez, c'est parti maintenant pour Mam, la belle histoire du jour. Jimmy, Amine, Mehdi vont manger, j'en suis sûr. Mam, c'est à toi, nous t'écoutons, nous sommes tout oui. Aïe. Quand on n'est pas prêt, c'est terrible. Hein. C'est terrible. L'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Ah, tu sais. Attends, l'heure c'est l'heure. Attends. T'es marrant toi, c'est pas toi qui écris. Hein. Ah bah, chacun son boulot, mon vieux. Voilà, chacun son boulot. Donc j'essaye de faire quand même malgré tout comme je peux.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la chronique de la belle histoire s'appelle Seul au monde. Me voilà ce soir auprès de vous, tous, pour vous conter l'actualité toujours plus trépidante de notre monde sans couper le cordon des éternels problèmes qui minent notre existence. Aujourd'hui, la corrida de Cabrel et Idir affronte musicalement la corrida assemblée d'Emeric pour dire boycott à l'assaut du torero sur la terreur de l'animal blessé. Est-ce que ce monde est sérieux ? On peut se poser la question aujourd'hui, tant l'arène sportive en ce moment se trouve au Qatar, où notre renvoyé spécial d'Orix FM, tout à fait Thierry sans Jean-Michel, pour nous conter les à côté de l'Émirat. Oui, je sais, c'est monsieur c'est qui ? C'est monsieur Skype qui parle ? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le premier élément d'info, c'est de nous mettre la rage entièrement, tant il fait beau là-bas. Le second, c'est d'avoir assisté au match Maroc-Croatie. Match nul. Les Croates au Croatie. Les Marocains ont pris soin de conserver leur Marocain footballistique. Bravo au Maroc pour sa vaillante combativité. Bravo à l'Arabie Saoudite pour leur victoire face à l'Argentine. Maradona n'est plus, et ça se voit sur le terrain. Maradona est devenu Madonna Messi. Et pourtant, ils ont le Messi. Mais l'Albi Céleste a trouvé en son équipe un alibi funeste, équipe de série B. Et avec tant de surprises dans cette coupe immonde, le hashtag boycott Qatar 2022 fleurit quand l'Émirat dépense 150 milliards de dollars pour pouvoir dignement jouer au ballon. L'équivalent aurait été la bienvenue pour des voisins yéménites, comme le disait Jimmy, ou autre action caritative. 7 stades climatisés en COP de stade pour sauver le monde en COP 27 en vain. 12 532 000 téléspectateurs devant TF1 pour France-Australie. Les boycotteurs ont ravalé leur langue le temps de quelques heures pour mieux la reprendre aujourd'hui. 5 000 ouvriers morts pour un moment de sport business. Mais le sport reste le sport, au Qatar comme ailleurs. Le Qatar n'a même pas le droit de subir un bashing parce que nation orientale organisant un événement mondial. Regardez Morgan Freeman, comme son nom l'indique, c'est un homme libre. Morgan du Qatar, et sa prestation lors de la cérémonie d'ouverture était toute beauté. L'opportunisme politique s'est emparé du problème pour donner moult leçons de morale au monde entier. On verra vos grandes gueules lors des Jeux de 2024, et leur réponse sera naturelle comme la guerre en Ukraine. C'est de la photo Qatar, lol. Une hypocrisie incroyable. Quand la France, via... voilà, suivant, j'arrive pas à me relire. Et en même temps, vous m'en excuserez parce qu'une chronique, ça s'écrit au fur et à mesure et j'ai pas le temps de relire. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai marqué ? Donc, quand la France... voilà, c'est ça. Quand la France ira dans le dernier carré, ça sera le comble de tout. Et les militants de la première heure, les vrais, eux, seront vraiment seuls au monde. Sans transition, parlons de l'inénarrable Gérald Moussa Darmanin, désolé pour vos oreilles, qui qualifie en tant que ministre de l'Intérieur, Giorgia Meloni et l'Italie sont des ennemis de la France, en répondant à l'Assemblée nationale à un député RN. Plus le temps passe, plus Marine Le Pen paraît molle à côté de lui, prêt à toutes les outrances. Destiné à un grand avenir politique, selon lui, Darmanin fait du Sarkozy dans le texte, mais Moussa, d'ici à ce que tu gagnes la présidentielle, il faudra ouvrir de tes mains la mer Égée. Lol. Ça n'existe plus, ça. 10 commandements. Dire Baladous, que Tarek Mami connaît plutôt bien, nous avons eu le droit à un petit cours d'histoire-géographie en plein cœur du ESGF, dans le cadre du 18e sommet de la francophonie, où notre grand chef a titillé Emmanuel Macron et sa personnalité est susceptible. Lol. L'uniforme politique de rigueur pour le chef de l'État, l'uniforme cherche l'unanimité pour le port de l'uniforme à l'école pour répondre aux différentes problématiques liées à la laïcité ou aux discriminations de classe sociale. Un sujet important qui peut être déclinable. Prenons le port de l'uniforme Bolloré à tous les chroniqueurs et au public de Touche pas à mon poste. Ce serait marrant ça quand même. Uniforme contre marque, le combat débute par le débat et ça va être de la chicorée à la récré. Et pendant ce temps-là, Tarek Mami, président, directeur général de France Maghreb 2, nous a intoxiqués. En effet, c'est le président directeur général qui applique du dégrippant sur les portes de France Maghreb 2. En réalité, il voulait s'incruster dans nos débats, mais il n'a pas trouvé le moyen. Donc du coup, il s'en... Ah, je te jure, tu vas avoir des problèmes.
Tu vas avoir des problèmes. Non, mais c'est pas grave de toutes les façons. N'étant pas salarié de France Maghreb 2, c'est plutôt à Christophe que ça devient le problème, hein, n'est-ce pas, hein? C'est le réceptacle. Il va falloir. C'est toi la victime expiatoire du truc. Oui, bah, j'ai l'habitude. Enfin, tout simplement, en conclusion, nous allons saluer les différents canaux de diffusion. Voilà, le canal comment tu t'appelles déjà? Amine, il s'appelle Amine. C'est pas Nabil, c'est Amine. Nabil, c'est demain. Le canal Amine, je le salue. Je salue Canal Jimmy. Non pas la chaîne, hein, parce qu'elle n'existe plus, mais Jimmy, il existe encore. Salutations. Le canal Christophe. Ouais. Et je m'en vais bien évidemment rentrer chez moi pour suivre, bien évidemment, non pas la Coupe du Monde, mais pour regarder et surtout lire un livre. Parce qu'à partir de ce moment-là, dès que je rentre chez moi, je me coupe du monde. Et le canal Mehdi, Mehdi? Oui, le canal Mehdi. Ah, le canal Mehdi. Ah, bah ouais. mais parce que je salue le canal Mehdi 1, oui, tout à fait. Oh, bien joué, bien joué, bien joué. Bravo, Mam, pour cette belle conclusion de cette émission de ce mercredi. On se retrouve demain, les amis, à partir de 16h, effectivement, avec Nabil Sama, Farid Tamsamani et Ismaïl Tefour, demain entre 16h et 18h. Oui. Oui, juste une petite dédicace à un ami TikToker, un professionnel du live très en vogue en ce moment. J'ai nommé Appalache. Appalache, d'accord, très bien. Et demain, on recevra un invité exceptionnel. Vous vous souvenez certainement de Nordine, c'est ce conducteur qui avait quand même reçu 7 balles à la suite d'un contrôle qui a mal tourné à Stein. Il risque 7 ans. Et il risque... non, alors pas 7 ans, je me suis trompé, mais c'est 4 ans de prison. La décision va être rendue le 29 novembre prochain. Il sera avec nous demain pour nous raconter son histoire assez incroyable qu'il a subie donc il y a plus d'1 an maintenant à Stein. 7 balles quand même tirées par la police pour un simple contrôle. C'était donc à Stein, et Nordine et sa compagne, qui d'ailleurs était enceinte, a perdu le bébé. Les deux étaient... le pronostic vital était engagé d'ailleurs pour les deux. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi le rassemblement pour le petit Hotman demain à 14h en dessous du siège de Otis. Absolument. Mehdi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, juste moi aussi, si on est dans les dédicaces, une petite dédicace à Hugo, dédicace de l'île. Ah, on t'entend super mal, mon Mehdi, là, pour le coup, on est en train de te perdre. J'ai compris que c'était une dédicace à Hugo, hein, c'est ça? De la Réunion, l'île de la Réunion, à l'LCM et à l'Igloo. L'île de la Réunion, c'est magnifique, allez-y, franchement, faut y aller. Merci mon Mehdi, à très vite. Merci mon Jimmy, merci Amine, merci Mam, et à demain, évidemment, sur France Maghreb 2, fidèlement au poste. Bonne soirée à tous, restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. C'était l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Christophe Roux. France Maghreb 2.